on commence. Bonsoir. Donc on commence la série 2 d'abord. Il reste un exercice. Le dernier exercice. Donc pour la série 2 d'abord, donc il restait l'exercice numéro 4. D'accord? Pour l'allocation. Donc on a donné dans l'exercice 4 le code suivant. Donc il y a une structure X, structure Y. Toutes les deux contiennent les mêmes éléments. Donc la structure X, si vous remarquez ici, contient un caractère, un chat et un entier. De la même manière, Y contient aussi un short, int et un caractère. D'accord? Donc, mais la différence entre X et Y ici, c'est l'ordre de ces éléments. Donc en langage C, l'opérateur sizeOf, comme on a utilisé ici, donc sizeOf permet de connaître la taille en octets, donc multiplié ou bien en octets. D'accord? Lorsque donc c'est une instruction ou bien une fonction dont le paramètre a un paramètre, soit une variable ou bien un type. D'accord, je peux mettre size of integer, size of un entier, int. D'accord, il va m'afficher selon les machines, il pourra m'afficher 4. D'accord. Ici, size of shaft, il va m'afficher la taille de la structure X en octets. D'accord. Donc voilà le code. Donc d'abord, la première question, donner la taille de la structure X et Y. Donc il y a ceux qui m'ont envoyé leur solution. Donc il y a la taille de l'objet X, c'est la taille de ses éléments. D'accord? La même chose pour Y. Donc la taille de X, donc c'est la taille de C plus la taille de S plus la taille de N. D'accord? S et N. Donc la taille de C ici, c'est un caractère, c'est un octet. D'accord? Un short, donc sa taille c'est 2. D'accord? C'est un demi, la moitié d'un entier. Et l'entier c'est 4. C'est 4 octets. Ça peut différer d'une machine à une autre. D'accord? Donc ici la taille de X, ça sera 7. C'est la taille de ces éléments, 7 octets. Taille de Y, puisqu'on remarque ici qu'il contient les mêmes éléments, seulement ils sont désordonnés d'un autre ordre. Donc un char, un chart et int. D'accord? De la même manière. Donc la taille de Y, ça sera aussi la taille de C plus la taille de S plus la taille de N. D'accord? Et ça sera aussi 7 octets. Je vérifie seulement.
D'accord, donc la première question, on vous a demandé la taille de x, de la structure x et la taille de y, donc on a trouvé dans les deux cas 7 octets. Deuxième question, qu'est-ce qu'elle doit afficher printf? Printf, donc il y a deux printf. Donc la première fois, elle va afficher la taille de la structure x et le deuxième printf va afficher la taille de la structure y. Qu'est-ce qu'elle va afficher dans les deux cas? Donc pour x, qu'est-ce qu'elle va afficher pour x d'abord? Alors, il y a ceux qui ont fait l'exercice. Qu'est-ce que printf ici va nous afficher? Madame, x, elle va afficher 8. Donc x, si quelqu'un a... donc vous pouvez exécuter l'algorithme. Donc vous pouvez exécuter, vous allez trouver que printf ici affichera 8. On va... Donc printf, le premier printf affichera... Madame, la même chose pour y. La même chose. Oui. Vous avez exécuté. Non, madame. J'ai le même résultat. Non, c'est pas le même résultat. Attendez, je vais accepter vos camarades. Donc ici, donc x va vous afficher. Donc qu'est-ce que c'était quoi la réponse? 8, madame. 8 octets, la taille de... Donc 8. Donc on va vérifier. Donc 8 octets. Et pour 8 octets, le premier printf affichera 8 octets. Et pour le deuxième, donc il affichera combien? Donc on a d'abord S, ensuite N, ensuite C. Madame, soit 8, soit 12. Soit 8 ou bien 12. Donc le principe ici, c'est quoi? J'ai déjà expliqué en cours. Justement pour les structures, d'accord? Pour les structures, on ne peut pas réorganiser les éléments de telle sorte pour gagner de l'espace mémoire. Je ne peux pas réorganiser. Pourquoi? Donc, c'est une structure, je dois garder le même ordre défini par le programmeur. Par exemple, la structure X, je dois trouver d'abord C, ensuite S, ensuite N. Pour Y aussi, je vais trouver S, N, ensuite C. D'accord? Donc, le principe ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des contraintes d'alignement. D'accord? Une adresse mémoire doit respecter l'alignement. Donc, l'alignement, c'est quoi? Son principe, c'est quoi? Il faut commencer à une adresse multiple du type de l'objet, bien de la variable. D'accord? Un objet, par exemple, un entier, donc son type, sa taille, c'est combien? C'est 4 octets. C'est 4. Donc, il doit commencer à une adresse multiple de 4. Par exemple, le char ici. Pour char, la contrainte de char ne peut... Donc, il y a une contrainte pour tous les types. Pour char, puisqu'elle est sur un octet, donc il est multiple de tout entier, donc il n'y a aucun problème. Donc, seulement pour l'entier, il faut qu'il soit multiple de 4, son adresse. Pour un double, il faut qu'il soit un multiple de 8. D'accord? Parce que sa taille, c'est 8. Pour un short, puisque sa taille, c'est 2. Donc, si vous exécutez size of short, donc ça va vous donner 2. Donc, son adresse doit être multiple de 2. C'est ça la contrainte. D'accord? Chaque type possède sa propre contrainte d'alignement. Pour un entier, sa contrainte doit être multiple de 4. D'accord? Et le compilateur, comment il va régler ça? C'est en rajoutant des bits, rajoutant des caractères spéciaux. D'accord?
il rajoute des caractères spéciaux pour faire un bourrage. Bourrage, c'est-à-dire compléter, pour ne pas mettre l'adresse, compléter par des éléments. D'accord? Comment le compilateur saura combien il faut mettre ces éléments, ou bien combien il va faire le bourrage? C'est en regardant ici, par exemple pour x. Donc il va regarder, il va mettre C parce que c'est le premier élément. Il va mettre en mémoire. Donc, puisque c'est le premier, et puisqu'on va commencer aussi d'une adresse qui est multiple de son type. Donc ici c'est 1, ça ne va pas poser un problème. Pour short S, donc il faut qu'il soit multiple de 2. Pour un entier, il faut qu'il soit multiple, son adresse soit multiple de 4. D'accord? Donc je disais tout à l'heure comment il va savoir. Donc on a un caractère, après on a un entier, un short de type S, de type short. Donc qu'est-ce qu'il va faire le compilateur? Il sait qu'il y a un S de type short. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va compléter de telle sorte d'avoir une adresse après multiple de 2. Après, il y a un short. Après, il va compléter de telle sorte d'avoir une adresse qui est multiple de 4. Parce qu'il y a 1. Donc, on va représenter, donc d'ailleurs, dernière question. Donc, la réponse à la question 2 d'abord. Donc, on va corriger le printf d'après ce qu'on va retrouver en mémoire. Expliquer pourquoi ici, c'est à cause de l'alignement que doit faire le compilateur. D'accord? Parce que chaque type possède une contrainte d'alignement. C'est ce qu'il faut répondre ici. Donc, représenter structure en mémoire. Donc, je vais utiliser un tableau. D'accord, je vais utiliser un tableau pour X. Donc d'abord, ça c'est pour la structure X. Je vais mettre ici X par exemple. Donc il y a d'abord un char. Donc son adresse. Donc si c'est l'adresse de base, donc son adresse c'est l'adresse de base plus 0. Donc je vais mettre C, il est sur un seul caractère. D'accord, un seul octet, pardon. Après il y a short. Donc le compilateur sait qu'il y a S de type short. Donc il doit être, son adresse doit être sur un multiple. Son adresse doit être multiple de 2, puisque sa taille est 2. D'accord? Donc ici c'est plus 0, ici c'est plus 1. Je ne peux pas retrouver le S ici. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? Le compilateur va rajouter des caractères ici. Par exemple le $. Ou autre chose. D'accord? Reconnu, un autre caractère qui est reconnu par le compilateur comme un caractère de bourrage. Donc après il y a S, il est sur deux octets. Après on aura N. N, l'adresse ici après S, ça sera donc plus 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un multiple de 1, de 4. Et N, le compilateur sait qu'il y a un entier après, et un entier, sa taille c'est 4, donc je pourrais mettre N facilement ici, bon, sur 4 octets. Donc N, ici, N, N, N. Donc tout ça c'est la variable N. Je mets N 4 fois, mais c'est une variable. D'accord. Donc ça c'est pour X. Donc ça veut dire ici la taille ça sera 8. Normalement printf va nous afficher 8. D'accord. Donc Y pour Y. Je vais insérer aussi un autre tableau. Attends. Oui. Attends, pour le deuxième Y. Oui. Qui exécute le programme, est-ce que 12? Non, il va vous afficher la taille. C'est pas, il va pas choisir. Il va pas choisir, il va afficher la taille. La taille, c'est-à-dire le nombre de cellules mémoire, de cases mémoire, nombre d'octets réservé pour Y. Il ne va pas choisir. Donc le compilateur, c'est le compilateur qui va, c'est pas choisir, mais compléter par des caractères spéciaux.
Regardez, hein, pour Y, qu'est-ce qui va y arriver? D'abord un short sur 2, c'est-à-dire je vais mettre S et S. Parce que c'est le début, adresse de base plus 0. C'est une adresse qui est multiple de 2. D'accord? Après, S, il y a N. N doit être, son adresse doit être multiple de 4. Donc ici, c'est plus 2. Donc plus 2, ça ne marche pas. Plus 3, ça ne marche pas. Plus 4. Donc je dois mettre N ici. D'accord? Je ne peux pas le mettre juste après parce que sinon, il sera sur deux mots mémoire. Donc ici et ici. N, N et N. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'il soit multiple de... un multiple du type de la variable à mettre, ou bien, d'accord? Donc après il y a n, ensuite c, d'accord? Donc c ici, on va mettre c, donc c je peux le mettre parce que c'est un octet, donc il peut se mettre ici. Donc 1, 0, 1, 2, 3, 4, donc 4 ici, 5, 6, 7, 8, donc je peux mettre, même si c'est 9 ou 10 ou 11, je peux mettre C parce que 10 c'est un multiple de 1, la taille de C c'est 1, donc d'accord. Donc ici, la taille de la structure, ça sera combien? 10. Non? Est-ce que quelqu'un a essayé d'exécuter 12 madame. Donc il va afficher 12. D'accord, 12. Parce que, donc c'est vrai, on n'a pas complété. Donc C, donc normalement je vais rajouter 4, 4 et 2 autres. Je vais insérer 2 colonnes. D'accord. Donc ici, le mot S, le mot N, le mot C ici. D'accord. Il commence d'un multiple de 4. Donc ici, il y a 4, 4 fois 3, ça veut dire 12. Donc elle va nous afficher 12. D'accord. Madame, j'essaie d'exécuter. Oui. Madame, le pourcent RU, c'est pour quel type? Vous pouvez enlever ça. Vous pouvez l'enlever. Non, parce que je regarde Internet, non, c'est off, il retourne à C'est Z. long. C'est Z. Oui, c'est un entier. C'est un entier Oui, ici. Oui. Vous pouvez Oh, mettre. parfait. Oui. C'est pas R, mais c'est Z. Hein. C'est pas R, c'est Z. Attends, Oui. Ah, ok. Il me retourne les 8 dans les deux cas. Mhm. Dans les deux cas, il vous a retourné 8. Vous avez bien écrit X et Y. J'ai pas exécuté. Oui, je peux vous partager ça. Oui, ah oui, partagez-nous. 4, 5, 6, 7, 8. attends, لو كان عندنا في بلاصة بنت عندنا لونج ان تما نروحو حتى لو ويتيام الاخر باش نديرو هذاك Le. Attendez, on va voir chez. Donc, voilà le code. Attendez. Oui, CSN. Ensuite SCN. Oui. C'est pas le même ordre, madame. Oui, c'est pas le même ordre. Justement. Oui. CSN et. Il vous a affiché 8 pour les deux. Je me demande pourquoi. Non, madame, parce que اضرب ماما يكون 8 مع التار اسال سي في الاكراك دوزيام هو داير شغل يجي كيما Ah oui, comme ça va vous afficher. Comme ça va vous afficher 8. Essayez le contraire. Sinon, on va changer autre chose. On va utiliser un double, un. D'accord. Il faut qu'on retrouve l'exemple que je cherche ici. J'ai pas exécuté, c'est vrai, j'ai pas essayé.
Mais il faut chercher, il faut bien Bon, moi j'ai pris l'exemple de l'exercice. changer le char et int pour y d'abord. Changer le char et int. C'est ça. Int d'abord, ensuite. D'accord. Normalement, ça va pas afficher la même chose. Ça doit pas afficher la même chose. Voilà. Vous voyez. 8 et 12. Ça, on est là. Ouais. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait? Tout à l'heure, vous avez mis d'abord char, ensuite int. Si on met d'abord char, ça veut dire que le C ici son adresse peut être plus 0, 1, 2. Le C ici, tout. D'accord? Ce que vous avez écrit. Oui. Ensuite, le 1 va se placer dans une adresse multiple de 4. Ça va être 8 aussi. D'accord? Mais si je place C ici, je croyais que je n'ai pas choisi le bon exemple parce que je n'ai pas essayé. Je devais essayer. Oui. Oui. Si on a par exemple, je place int 1, long 1, double. Oui, double. Justement, double, sa taille. Vous pouvez afficher la taille parce que ça dépend des machines, ça dépend des langages aussi. Hein. Vous pouvez mettre size of double pour connaître sa taille. Donc, s'il va vous donner 8, il faut que ça soit un multiple de 8. Par exemple, ici, je ne peux pas mettre double. Ici, je ne peux pas mettre double. Oui, je dois aller jusqu'à 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je commence par double. Après, je vais mettre les entiers, les caractères. D'accord? Vous voyez la perte. Vous voyez la perte d'espace mémoire. Pardon, j'ai pas entendu. Ouais. Vous voyez? Donc, dans le cas où les variables sont indépendantes, c'est-à-dire des variables simples, que si on déclare des variables sexes, c'est-à-dire c'est pas les structures, c'est pas les enregistrements. Le compilateur pourra les organiser, leur donner des adresses parce que c'est indépendant. Mais dans le cas des structures, on a ce problème dans le cas de structures où le compilateur doit suivre l'ordre. D'accord? C'est tout, donc puisqu'on a essayé sur place, donc ça c'est 8, printf affichera 8 ici et 12 dans cet exemple-là. Mais si on change, ça va donner autre chose, d'accord? Donc c'est juste un petit exercice parce que encore vous n'avez pas compris l'alignement. Donc l'alignement c'est une contrainte qui est liée au type des variables, d'accord? Donc, il y a certains compilateurs j'ai déjà lu cette information, je ne me souviens pas, qui prennent en charge ça. Il y a des fonctions qui prennent en charge, c'est-à-dire, c'est-à-dire le compilateur n'a pas à rajouter ou bien n'a pas à faire le bourrage, d'accord? Parce que le bourrage, il faut regarder, donc pour une structure, il faut regarder qu'est-ce qui vient après. Donc, il vient un short, donc je dois rajouter combien de dollars pour arriver à une adresse multiple de 2. Donc ici, il y a un entier après, donc je dois rajouter 2 caractères spéciaux pour arriver à une adresse multiple de 4, ainsi de suite. Donc il faut connaître ce principe. D'accord? C'est tout. Donc, oui. Le partage, donc d'accord, je vais arrêter et je vais le refaire parce que peut-être parce que votre camarade a partagé, donc c'est pour ça que je vais partager une deuxième fois. D'accord, j'espère que ça marchera comme ça. Ça marche comme ça? Oui, on arrive à voir, madame. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je disais que c'est un exercice application pour l'alignement. D'accord. Sinon, on va commencer. Oui? La dernière variable, le caractère. Oui. Il se termine à la position 9. Oui. Donc, elle est 12. Oui. Elle a la taille et les 12. La taille, c'est pourquoi 12? Pour le premier cas, enfin, avant. Oui. L'entier
on a commencé la position 4 parce que 2 n'est pas multiple de 4. Ici, on a commencé. L'élève Y. Oui, Y. oui, Au oui. moment de faire l'allocation d'un multiple, on a commencé par 4 et non pas par 2 par rapport Oui, à... son type. Voilà. Oui, Puis, C, le caractère. oui, celui-là. Il se termine à 9. Donc, pourquoi on a dit la taille, c'est 12? Pourquoi on a rajouté les 3 cases? Parce que le compilateur va faire un bourrage aussi. Va faire ici un bourrage pour compléter le mot mémoire. C'est un mot mémoire. Donc la RAM, donc on a supposé, donc j'ai pas supposé ici, parce que la RAM ici, elle utilise des blocs de 8 octets. Donc regardez ici, c'est 4, donc ça dépend, c'est soit 8 ou bien 4, d'accord? Non, 32 bits. Donc ici, je suppose que c'est 32 bits. D'accord, parce que c'est la plupart. Mais il y a ceux de 64 bits. Donc si c'est 64 bits, ça veut dire que je prends 8 octets. D'accord, ça veut dire que je dois compléter au plus encore. D'accord. Donc ici, on a, donc ça c'est C. Donc on a complété. Donc ça c'est 4 et 4. On a pris 8. D'accord. Donc la taille 8. Donc s'il y avait aussi, même ici il n'y avait pas N, il y avait seulement C, je vais dire 8. Vous pouvez essayer ici, au lieu de mettre N et mettre un caractère, il va pas vous afficher 5, mais il va vous afficher un 8. D'accord? Donc ici, donc on va prendre 4 fois 3. Donc on va prendre tout le mot mémoire. D'accord? Parce que techniquement, il est possible de lire ou écrire des blocs de données de taille mot mémoire. D'accord? Je peux lire ou écrire un bloc de données qui est de taille mot mémoire. Donc ça, c'est un mot mémoire. Donc une case mémoire, c'est un octet. Et ça, c'est un mot mémoire. D'accord? Toujours un mot mémoire pour 4 ou selon... Selon la machine. Donc ici, c'est 36, c'est 32. D'accord? Si c'est 32 bits, c'est 4. Sinon, c'est 8 octets. D'accord? Selon la RAM. Donc si elle utilise des blocs de 8 octets, ça sera 64. Si c'est 4 octets, on va compléter comme ça. Donc c'est-à-dire, vous essayez vos machines, vous essayez de voir votre machine. D'accord? D'accord, merci. D'accord. Donc série 3, exercice 1. Donc pour l'exercice 1, on vous donne d'abord, donc je crois que vous avez, vous voyez mon écran, l'exercice 1. Oui. Oui. Donc l'exercice 1, vous avez le programme suivant, écrit en Fortran. Donc la question, donc vous avez le programme, donc programme AND. Vous avez la routine ou bien la fonction SAB, XY. Donc ça, c'est les variables déclarées dans SAB. Il y a une autre routine ou bien une autre procédure mult. D'accord? Il y a l'appel ici dans le programme principal, il y a l'appel de la procédure SAB, il y a la procédure mult. D'accord? Donc on demande ici, parce qu'on est dans le chapitre organisation des données, on demande de donner la zone de données du programme principal, ce qu'on va retrouver dans le programme principal, dans les sous-programmes. Donc il y a 2 sous-programmes, et dans la zone commune. Donc parce qu'on a mis ici common, donc il y a une zone commune entre le programme et les procédures. D'accord? Donc ça c'est pour la deuxième question. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans le programme principal d'abord? Les variables A, B, C, D, E, F, G. Oui, donc ces variables-là sont déclarées dans le programme principal, sauf que
on a dit en cours qu'on va retrouver dans la zone de données du programme principal les variables locales déclarées dans le programme qui ne sont pas déclarées dans la zone commune, qui ne sont pas dans la zone commune. Donc il faut éliminer les variables qui sont dans la zone commune, parce que ça c'est une zone de données. Common, c'est une zone de données, et donc pour le programme, pour le langage Fortran, donc il y a une zone de données pour le programme principal et il y a une zone de données pour chaque procédure. Donc il y a une zone pour SAP, il y a une zone pour multi. D'accord? Il y a une autre zone de données, c'est une zone mémoire commune entre les programmes. D'accord? Donc oui. Comment on peut avoir des variables A et G dans le common et on a G dans l'équivalence? Oui, justement. G, équivalence, il y a une équivalence entre G et D2. D2, c'est-à-dire la deuxième case du vecteur D. Oui, madame, mais G dans le bloc common, mais G dans la zone de données peu de importe. programme. Peu importe, G, il est dans common. Oui, il peut être dans common. Je peux utiliser common. Donc, équivalence, la différence entre common et équivalence. Common, c'est une zone qui est partagée entre le programme et une procédure. Par exemple, si vous avez remarqué ici, il y a deux zones communes dans cet algorithme. Il y a deux zones communes. Il y a la première zone commune, donc entre crochets ici, c'est le nom de la zone. Donc, je peux ne rien mettre ici. S'il y a une seule zone, je peux ne rien mettre. Ou bien, je peux mettre XA, et c'est un nom ici de la zone. Donc, ici, il y a une zone qui est partagée entre le programme principal et entre la routine SAB. Il y a une autre zone qui est partagée aussi entre le programme principal, zone 2, et l'autre routine, d'accord, common 2. Il y a l'équivalence. Équivalence, c'est dans le même programme, G et D, c'est des variables qui sont dans le même programme, ils partagent la même case mémoire. D'accord? Donc, madame, donc on va retrouver G dans le common et dans le zone donnée de programme principal. Justement, donc le principe ou bien le but de common, c'est quoi? C'est de gagner de l'espace mémoire. Donc si je vais retrouver ici G et ici, ça veut dire que j'ai rien gagné. D'accord? Justement, G, je vais le retrouver seulement dans la zone commune. D'ailleurs, si vous revenez au cours, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la zone, la définition de la zone de données du programme principal? On va retrouver les temporaires et les variables qui ne sont pas déclarées dans common. Donc, c'est-à-dire ici... Pardon? Oui? Oui, c'est exactement la même chose. D2 D2 et G. Oui, mais ça implique Tanik Malbra aussi. Oui. Ça sous-entend que c'est la même chose que A. Oui. C'est-à-dire il faut faire attention d'utiliser common et équivalence. Nous, on s'intéresse, on fait le travail d'un compilateur, c'est-à-dire on va affecter, mais c'est le programmeur qui doit faire attention à cette utilisation. Ça veut dire qu'il va écraser les variables. Donc c'est la même case mémoire. Il faut qu'il fasse attention que G et D2, il ne faut pas les utiliser en même temps. Par exemple, il va continuer avec G, il va afficher ou bien sauvegarder ou utiliser ou afficher le résultat pour pouvoir utiliser ça, et la même chose que A. D'accord? Nous, on fait le travail du compilateur, c'est-à-dire on va affecter des adresses. Madame, c'est quoi un temporaire? Un temporaire. Lorsqu'on on transforme notre code écrit par le programmeur en un code en quadruplé ou bien un code postfixé, on utilise généralement des temporaires. D'accord? Et lorsqu'on le transforme en code objet, on utilise soit les registres ou bien d'autres temporaires. D'accord? Pour arriver au code objet, on passe par des temporaires. Donc ici, les variables, c'est les éléments qui sont déclarés par le programmeur. Il y a les temporaires. Donc regardez, si vous avez ça, je vais écrire quelque part ici par exemple.
si vous avez A reçoit, dans votre algorithme, A reçoit R plus D fois E. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut utiliser des temporaires. Par exemple, si vous utilisez les quadruplés, il faut passer par le temporaire, un temporaire, là où vous allez mettre D fois E. D'accord? Ah oui, les résultats intermédiaires. Voilà, si vous voulez répondre. Donc ici, à ce niveau-là, donc on ne va pas mettre les temporaires, c'est le compilateur après qui va sauvegarder les temporaires. On n'a pas à ce niveau-là les temporaires. D'accord? Mais si on écrit, par exemple, ce matin, lorsque j'ai donné lorsque j'ai parlé d'optimisation, j'ai utilisé les T1, T2. D'accord? J'ai utilisé, c'est une sorte de forme intermédiaire, j'ai utilisé les temporaires, donc on pourrait écrire les temporaires. Mais ici, à ce niveau-là, c'est un code écrit par le programmeur, donc il n'y a pas les temporaires. Sinon, un temporaire, il a la même, par exemple, A fois D, c'est des entiers, le résultat, ce sera un entier. Donc, le compilateur pourra réserver un espace pour un entier, pour un temporaire, ou bien un réel, ou il pourra connaître... Donc, les variables non déclarées dans Common ici pour le programme principal. Donc, qu'est-ce que je vous suggère de faire? D'abord, de mettre les variables dans le Common. D'accord? Donc, on va mettre d'abord les variables dans Common. Donc, je vais appeler ça Common 1. Donc, c'est la zone Common 1. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans Common selon ce qui est écrit ici? La variable A. Après, la variable G. D'accord? Qu'est-ce qui va rester? Donc, il y a aussi, regardez, il y a d'autres variables communes dans la zone commune. C'est des variables du programme principal, K et N. D'accord? Mais c'est une autre zone commune. Oui, mais c'est une zone commune. C'est vrai, c'est une autre zone commune, mais il faut les retrouver dans la zone commune et pas dans la zone de données du programme principal. Donc, c'est une autre. Oui, c'est une autre zone qui est appelée 2. Donc, la zone commune 1, c'est une zone commune entre le programme principal et la procédure SAB. La procédure, oui, SAB. Et la zone commune 2, c'est une zone partagée entre le programme principal et mult. Donc ici, il y a K et N. C'est des variables du programme principal. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Il reste A. Donc qu'est-ce que je vais retrouver ici? Je vais retrouver A. Il est déjà, oui. Oui. Donc, je vais retrouver B, C, le F. C'est tout. Donc, on a A qui est dans la zone commune, B, C, F, on les a mis, G, K, ils sont dans la zone commune et N. D'accord? Donc, c'est des variables du programme principal. Donc, le compilateur va affecter leur adresse. Par exemple, A, c'est l'adresse de base plus 0, l'adresse de base de common. Donc, c'est une zone de données. Par exemple, elle commence de 1000. 1000 plus 0. Donc, ici, c'est par exemple 2010. 2000 plus 10 plus 0. Donc, la taille. Donc, l'adresse de N, c'est la taille de K plus... c'est l'adresse du début plus la taille de K. D'accord? L'adresse de N, c'est l'adresse de base plus l'adresse de base de la zone commune plus la taille de K. L'adresse de C, c'est la même chose, c'est l'adresse de base. Donc ici, l'adresse de base de la zone de données du programme principal, c'est l'adresse de base plus 0, l'adresse de B. L'adresse de C, c'est l'adresse de base plus ce déplacement-là. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les vecteurs D5, E3. Où est-ce que je vais les mettre? Il y a un vecteur de 5 cases, il y a un autre vecteur de 3 cases ici.
Où est-ce que je vais mettre ces... G, c'est localement G, c'est en même temps. Voilà. Donc, on a une équivalence ici. Donc, il faut d'abord commencer par common. Il faut faire aussi les équivalences parce que ça se peut qu'une case de common est équivalente à une autre variable. Donc, D. Donc, je ne peux pas mettre, bon, je vais mettre D2 ici. G et D2. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, ici, c'est D2. C'est la deuxième case du vecteur. Donc, c'est D2. C'est la même case. D'accord? G et D2. Ça sera la même chose. Après, qu'est-ce que je vais faire aussi? Madame, D5, là, je veux dire, programme principal. Je ne sais pas, à votre avis, où je dois mettre D5. Donc, il n'y a pas seulement D5. Ici, intégrale D5, ça veut dire qu'il y a un vecteur dans ce langage. Il y a un vecteur de 5 cases. Il y a un vecteur D de 5 cases et un vecteur E de 3 cases. D1, D3, D4, D5. Donc, D1, D3, D... Donc, où est-ce que je vais mettre? Je vais les mettre. Programme principal. Parce qu'ils ne sont pas concordés. Ça va rentrer qui va ensemble. Oui, D2, il est en équivalence. Les autres, je dois les mettre dans la zone de données du programme principal. Tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord? Madame, pour D5, Oui. Madame, D5, il n'est ni dans common, ni dans équivalence. Non, équivalence, c'est pas une zone. Hein. Équivalence, c'est pas une zone. Oui, oui, ça veut dire qu'il a le même nom avec d'autres, la même adresse. Sauf D2. Sauf D2. Madame, c'est-à-dire que D5, on est d'accord, D5 ou D2, ce sont deux, c'est-à-dire on considère comme deux variables différentes. Ah oui, regardez, attendez. Donc, normalement, il y a un mot-clé ici, dimension. J'aurais dû mettre dimension. Donc, je peux, dans le langage Fortran, je peux déclarer un tableau comme ça. Intégrale D5, ça veut dire, ou bien dimension. Dimension D5, ça veut dire c'est... après, je vais mettre dimension intégrale D5. D'accord? Intégrale D5, c'est-à-dire je déclare un tableau de 5 cases, de 1 à 5. Je déclare un autre tableau d'entiers, de 3 entiers. D'accord? Où est-ce que je vais mettre les 5 entiers ici? Donc, la plus... Pardon? Continue. Mais l'allocation ne se fait pas de façon continue. Pourquoi? Des tableaux de langage. Non, c'est une question. Oui, justement, c'est ce que je n'arrêtais pas à répéter. Toujours les tableaux dans n'importe quel langage, ils sont contigus dans la même zone. Le fait de mettre D2 ici, ça veut dire que tout le tableau doit être ici. C'est faux de mettre des éléments ici et des éléments ici. Dans n'importe quel langage, hein. Il y a un élément ici, tous les éléments doivent être dans la même zone mémoire, contiguë. Donc, je dois mettre D1 ici. Madame, c'est même le madame, parce que... Voilà, même le E. D4 ans, je le connais, c'est même le E. Voilà, même des E. Bon. Madame, donc, à partir du moment où vous faites une case... Pardon, vas-y. Oui. Madame, donc à partir du moment où une case est dans common oui, d'un tableau, il faut que tout le tableau soit dans common. Oui, le fait que le programmeur a mis D2 ici, forcément que le tableau soit ici. Et si il va mettre par exemple D2 ici, et il va mettre après équivalence entre G et B, entre D3 par exemple, D3 et B, ça va être une erreur d'exécution. D'accord? Le programme, donc il y aura une erreur. On peut pas. Donc, donc s'il y avait common entre B et D3 par exemple, ça va pas poser un problème. Mais s'il y avait seulement équivalence entre B et D4, donc B et D4 équivalence, normalement ça pose pas de problème, mais c'est le B qui va. Normalement, ça ne va pas poser un problème, pardon. C'est le B qui va se positionner dans... D'accord? Donc, le principe ici, le compilateur, comment il va faire le compilateur ici?
il va d'abord positionner et allouer à donner des adresses pour les variables qui sont dans common. Après, c'est équivalence, après ce qui reste. C'est pour ça qu'on a dit en cours que la zone de données du programme principal contient les temporaires et les variables qui ne sont pas dans la zone commune. Donc, ces variables-là, c'est-à-dire ce tableau-là ou bien ce vecteur, il est dans la zone commune, tout entier. Donc, toujours, oui. Par exemple, on a commune 1 avec A, D1. Ou on a commune 2 avec K, D2. C'est-à-dire le D commune 1, D commune 2. Alors, les deux vont converger. J'ai pas compris, répétez. Par exemple, on a commune 1 Oui. avec A, D1. Ou le deuxième cas, K, D2. Plus le 1, 0, D2. C'est-à-dire, alors, commune 1 ou commune 2. Attendez, je vais écrire ce que vous dites. Common 1, il y a quoi? A et D1. A et D1. Ou commune 2, A, D2. Common 2, c'est-à-dire l'autre zone commune. A et D2. Voilà. Non, comme ça, je ne pourrais pas comme ça. Pour le cas D2. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire la variable A, elle est dans la zone commune. Une. Non, on dit le cas D2. Un K, oui. Parce que comme ça, je ne peux pas avoir A dans les deux zones. Donc comme ça veut dire j'ai A et D1 et K et D2 ici. Je pourrais pas. Je peux pas faire ça, justement. Ça sera une erreur. D'accord? Donc si le programmeur écrit ça, ça veut dire que ça va être une erreur. Donc on peut, au niveau de l'allocation, afficher une erreur. D'accord? Parce qu'ici, le tableau doit se positionner dans la même zone contiguë pour n'importe quel langage ou bien. D'accord, on continue? Oui? Madame, l'ordre des attributs équivalence, est-ce que c'est important L'ordre, non. Dans équivalence, c'est pas important dans équivalence. Ça veut dire quoi équivalence? Ça veut dire ça et ça, ils ont la même adresse. D'accord? G et D2. Ça veut dire qu'ils ont la même adresse. D'accord? Tandis que dans common, c'est très important. A, ça veut dire c'est le premier dans la zone commune. G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je trouve un autre common ici, ça veut dire que H, regardez, c'est ça. Donc ici, D1 et A. C'est juste, j'ai rajouté D1 ici. Pourquoi j'ai rajouté D2? Ici, D2, équivalence avec G. Généralement, il ne faut pas faire ça lorsqu'on utilise Fortran, on n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention de partager, que G doit partager la même zone que D2, A partage la même zone que D1 et même les autres. C'est un peu dangereux. D'accord? Justement, j'ai fait exprès de mettre G et D2 pour voir que s'il y a un élément du tableau ici, il faut que tous les éléments, donc c'est pour préciser ou bien mettre la valeur sur ce point-là. Il faut que tous les éléments d'un tableau, je l'ai déjà dit, mais pour bien comprendre que les éléments du tableau doivent être dans le même emplacement. Pourquoi? Parce que on a l'adresse de base du début du tableau et les autres, on utilise un mécanisme d'adressage pour les récupérer. D'accord? Donc, on a l'adresse de base du tableau, c'est l'adresse de base du common plus 0 et les autres, on pourra les récupérer après. Donc, selon le I, selon l'indice ici. Oui? Oui? Pour pouvoir les équivalences, donc le common, il faut que ça soit du même type. Oui. Regardez, dans ce programme-là, dans ce langage, pardon. Donc, dans ce langage, c'est pas nécessairement le même type. Mais il y a cette notion dans C++, il faut que ça soit du même type. D'accord? Ce sont des pointeurs qui pointent à la même zone. Voilà. Mais en C++, j'ai parlé de ça en C++, on a utilisé, je crois, l'âge d'un utilisateur donné. J'ai appelé la case âge et une autre case, je ne sais pas. En C++, il faut que ça soit du même type, sinon on ne pourra pas. D'accord? Mais ici, même en cours, je ne sais pas si j'ai noté ou vous allez le retrouver en cours, dans le langage Fortran 77, donc ça se peut que ce n'est pas du même type. Parce que c'est un pointeur sur une case, d'accord? C'est juste
ça se peut que les variables ici qui sont dans équivalence ne sont pas du même type. Donc ici, c'est un entier, mais on pourra avoir autre chose. C'est-à-dire, je vais prendre la taille maximale et... d'accord. Mais on récupère la valeur aussi, la même zone mémoire exactement. Alors, ouais, la taille 2, l'autre 4, il n'y aura pas un problème. Non, il n'y aura pas un problème ici. Je ne sais pas comment ça se passe, mais puisque le compilateur saura que ici, D4, lorsqu'il récupère, par exemple, le premier, c'est un type, je ne sais pas exactement encore. Donc, en C++, je suis sûre que c'est le même type. Donc, ici, ça se peut. De préférence, ça sera le même type, mais le compilateur pourra récupérer la variable. Parce qu'ici, par exemple, c'est un entier. Donc, il va récupérer le nombre d'octets nécessaires à partir du début de la zone. Par exemple, ici, c'est le début, il va récupérer 4 entiers. D'accord? C'est un caractère, il va récupérer un octet. D'accord? Donc, ici, si je continue avec équivalence, donc, qu'est-ce que j'allais dire tout à l'heure? J'allais dire, donc, ici, common pour l'ordre de common. Donc, common 1 AG, qu'est-ce que ça veut dire common 1? Ça veut dire il y a un partage entre le programme principal et la procédure SAB. C'est ça le principe de common. Le principe, c'est de partager. Donc ici, c'est vrai, G et D2. Je disais tout à l'heure que j'ai fait exprès de mettre équivalence entre G et D2, juste pour savoir que le vecteur doit se mettre tout ici. Mais le but d'un common, c'est de partager la zone entre le programme principal et la routine SAB. Donc ça veut dire quoi? Et l'ordre ici est important, ça veut dire que A partage la même zone que H. Le premier qui apparaît ici dans la liste partage la même zone que H. Le deuxième dans la liste G partage la même zone que I. D'accord? Donc A et H ont la même zone mémoire. Donc ici, ça veut dire qu'il y a aussi il y a aussi H. H. Pardon, le E. Non, on n'a pas oublié, je vais revenir. Donc juste pour... on n'a pas oublié, je vais revenir. Il y a le D aussi, oui. Donc c'est aussi une manière de faire une équivalence. Oui. Mais il faut faire attention que l'équivalence, il y a une différence entre équivalence et common. Équivalence, les deux variables sont dans le même programme. Par exemple, G et D2 sont dans le même programme. Tandis que, regardez, H ici, c'est une variable locale dans SAB. Et A, c'est une variable locale au programme principal. Donc ici... C'est un common, c'est-à-dire entre interprocessus. Voilà. Donc il y a un partage d'une zone mémoire entre le programme principal et une autre procédure. Ou bien entre deux procédures, une qui appelle l'autre. D'accord? Donc comme ça, SAB et mult, elles ne peuvent pas partager des variables. D'accord? Donc ici, A et G, donc A partage la même zone que H, et N et G partagent la même zone que I. C'est-à-dire, il y a ici I. Donc, I partage la même zone mémoire que G, partage la même zone mémoire que D2. Donc, je reviens toujours aux variables du programme principal. Donc, qu'est-ce qui reste? Comme votre camarade a dit, on a oublié le vecteur E. Je ne l'ai pas oublié, je voulais juste souligner le fait, le principe le plus important d'une commande, c'est de partager entre programmes. Donc, on a partagé A avec H et G avec I. Moi, j'ai rajouté cette équivalence justement pour mettre le vecteur. Donc, il reste, on a mis A, B, C, F, G, K, N. On a mis le vecteur D5, il reste le vecteur E3. Où est-ce que je vais placer le vecteur E3? Dans common 1, parce que l'équivalence entre D4 et D4. Voilà. Donc, puisqu'il y a une équivalence, très bien, puisqu'il y a une équivalence entre D4 et E1, je dois mettre E1 ici. Je suis obligée de mettre le E1. Mais s'il n'y avait pas cette équivalence, je dois le mettre ici. D'accord? Puisqu'il y a l'équivalence ici, je dois mettre E1. Ici, et bien sûr, tous les éléments qui se suivent, E2 et E3 par la suite. E3 ici, c'est-à-dire je dois rajouter une case ici. Donc,
tout s'est déplacé, donc je vais déplacer ça. Donc ça c'est, je vais le déplacer comme ça. Donc D3, D4, D5 et E1, donc c'est E2. Et c'est, ici c'est E. Je vais mettre ici, donc c'est E1, E2 et E3. Donc c'est pas D mais c'est E. Donc le vecteur de 3 cases E, le vecteur de 5 cases, ainsi de suite. Donc maintenant on a placé tous les éléments du programme principal. Donc il reste... Madame, Oui. si on avait A équivalent à D2, donc tout sera décalé comme ça. C'est une erreur parce que mais qu'est-ce qu'on a D1. Donc il faut prendre ça. Oui, je m'attendais à cette question. D'ailleurs, il y a cette question après. Donc s'il y a une équivalence entre A, donc ici A et D2. Donc on a nous en équivalence entre G et D2. C'est-à-dire je vais placer D1 ici. Donc c'est une erreur. Je ne vais pas déplacer le tout parce que le compilateur ne va pas déplacer. Par exemple, il va dire il y a une équivalence entre A et D2, je dois déplacer le tout. Non, il va faire une allocation. Donc il a une zone commune. Son début c'est par exemple 5010. Donc il va commencer. Donc ça c'est 5010. Donc il a une zone commune. Son début c'est 5010 par exemple. Donc l'adresse de A c'est 5010, l'adresse de G c'est 5014, ainsi de suite. D'accord? Il ne va pas se déplacer. Donc après à la fin je vais mettre une autre équivalence. Donc un tableau de 10 par exemple, il y a 2 cases. Donc c'est un débordement. Donc le programme s'arrête. D'accord. Et si on déplaçait avec l'instruction comme un AG après l'équivalence, ça va changer ta ligne. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est-à-dire celle-là. Oui. AG, oui, après l'équivalence. Après, donc c'est-à-dire common après. Oui. Non, le compilateur va exécuter d'abord common. D'accord? Il va voir. Pardon? Il exécute d'abord common, même si on va mettre équivalence d'abord. D'accord? C'est vrai, j'ai mis ici common d'abord. Oui, oui. Il va exécuter tous les commons, tous les équivalences, après il va... C'est ce qu'on a dit en cours. Les variables du programme principal, dans la zone de données du programme principal, on va retrouver les variables qui ne sont pas dans la zone commune. Donc on va mettre d'abord les variables dans une zone commune, les équivalences parce que ça se peut qu'ils aient des variables dans la zone commune. Après, les variables qui restent, on va les allouer. D'accord? Donc ici, comme votre camarade a dit, si on a mis A et une équivalence entre G et D1, entre G et... par exemple, au lieu de G, ici A. Donc, c'est-à-dire A et D2 ici. Ça veut dire que je dois mettre D1 ici. C'est une erreur. Je ne pourrais pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, il reste la zone de données. Donc, pour le programme principal, on a placé toutes les variables. C'est bon. Donc, il reste zone de données de la procédure SAM. Donc, la procédure SAM. Donc, on va commencer toujours par common. D'accord? Par common, c'est-à-dire, je vais mettre... Oui. Si on fait une équivalence entre A et D2, enfin, genre, c'est-à-dire... Enfin, ce que j'aurais fait, c'est que A ou A, c'est la même chose que G. Donc la même chose que D2. C'est-à-dire qu'il pointe à la même case. A et G. Non. A et G, D2. Non, A et G, non. C'est pas la même case A et G. Non. Non. Ça veut dire qu'une fois qu'on place quelque chose dans une case, on ne peut plus l'enlever, c'est ça? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le principe ou bien la définition de l'instruction common, c'est quoi? C'est pas le partage ici entre les variables qui sont listées ici. Ça veut dire quoi? Common AG, ça veut dire A, c'est une case mémoire.
Après, il y a G, c'est une autre case mémoire. Après, il y a une autre variable, ainsi de suite. Donc, le partage se fait entre programmes, entre ce common et ce common. Donc, je vais le mettre en rouge et celui-là en rouge. D'accord? Entre ce premier common et ce deuxième. C'est ça le but, c'est ça le principe de l'instruction common. C'est-à-dire que A, ça, le premier qui est dans la liste, partage la même zone que H. Le programmeur, il faut qu'il fasse attention à ce que A et H partagent la même zone, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin des deux variables en même temps. Et G et I aussi, la variable G et la variable I. D'accord? Donc H avec A et G avec I. Donc ici, on a trouvé beaucoup de choses dans common parce qu'il y avait des équivalences. D'accord? Donc, si vous permettez, donc pour ça, donc on va placer d'abord les variables dans la zone commune. On les a placées d'ailleurs. Donc ici, donc regardez, lorsque je trouve common 1 HI, donc il y a des étudiants d'habitude qui... Oui. Est-ce qu'on peut trouver common N common N HA? C'est un problème. HA, A. Non, A, je ne peux pas retrouver ici A parce qu'il n'est pas déclaré ici. Je peux retrouver seulement les variables déclarées dans la procédure. Je ne peux pas retrouver HA. D'accord? Non, je ne peux pas utiliser. Non. Qu'est-ce que ça veut dire common? Ça veut dire que vous êtes en train de mettre les valeurs dans leur position. C'est comme si vous déclarez une autre fois. Je ne peux pas utiliser A ici. D'accord? Donc, sinon, ça sera une erreur d'allocation aussi. Donc, on a commencé par... donc je vais mettre en rouge les variables de la procédure. D'accord? Donc, et je continue avec équivalence. Je commence par common, je continue avec équivalence. Il y a une équivalence entre B3 et J. Donc, B3 n'est pas ici. Donc, il n'y a pas B3 dans la zone commune ni J. Il y a une équivalence entre L1 et B4. Donc, les variables qui restent sont dans le programme. Non, ils ne sont pas dans le programme principal, mais dans la zone de données de la procédure. D'accord? D'accord? Donc, dans la zone de données d'une procédure, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Donc, on doit retrouver ça d'une procédure. On doit retrouver d'abord les variables locales, les paramètres effectifs et les paramètres implicites. C'est ce qu'on doit retrouver dans la zone de données d'une procédure dans le langage Fortran. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, les variables locales, donc H et I. Donc, il y a seulement H et I qui sont dans la zone commune, c'est-à-dire le reste, il doit être comme variable locale ici. Donc, c'est-à-dire, je dois retrouver quoi après H et I? Je dois retrouver le vecteur B5. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je vais retrouver B1. Donc, je vais rajouter des lignes. Je vais rajouter plusieurs lignes. Non, non. Donc, il y a combien? Donc, il y a B1. Donc, je commence. Oui. Les variables locales formelles x, y, on les trouve avec les variables locales. Les variables formelles. Donc, ici, c'est des variables formelles. Oui. D'accord? Donc, c'est-à-dire qui sont déclarées dans cette procédure. Donc, les variables, donc ça, c'est des variables formelles, c'est-à-dire avec lesquelles j'ai défini ma fonction. Normalement, elles sont déclarées ici. Normalement, je les déclare ici, je n'ai pas déclaré. Donc, on va les retrouver avec les paramètres. D'accord? Et les paramètres effectifs, c'est quoi? Les paramètres, les
D'accord, donc c'est B et F. Donc les paramètres effectifs, c'est B et F ici. Donc B, نقدروا نديروا équivalence زعما B3 X. attendez, B et F. Pardon? نقدروا نديروا équivalence B3 X. B3, C'est un paramètre formel. c'est un paramètre, oui, ben, bon, je le déclare, mais dans le but donc de préférence ne pas mettre, parce que c'est un paramètre, déjà c'est un paramètre de passage. Je sais pas, donc au niveau d'un compilateur, ça se peut, d'accord, parce que c'est une case mémoire X. Mais est-ce qu'il y a, au niveau du compilateur, il pourra, par exemple, il va mettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va mettre ici X dans, je sais pas si c'est possible. Mais normalement, c'est pas. Ça veut dire que le paramètre, vous allez le mettre dans la zone commune. Paramètre formel. Dans équivalence. Oui, ça se peut, mais de préférence, c'est un paramètre. Déjà, c'est un paramètre de passage. Donc, d'accord. Mais c'est possible au niveau de la compilation ou bien de... Donc, on va mettre toutes les variables ici. Donc, il y a combien de B5? Donc, bien sûr, ils sont par 1, 2, donc 3, 4, après 5. Donc, les variables. Donc, H et I sont dans la zone commune. Il y a B5. Donc, il faut, donc on n'a pas encore placé les variables qui sont dans équivalence, d'accord? Les variables qui sont dans équivalence. Donc, donc ici, il y a une équivalence entre B3 et la variable J. D'accord? La case B3, là, Donc, G, elle est ici aussi. Je vais mettre en L1 avant. avec B4. Et L1 avec B4. Donc ici, ça veut dire qu'il y a L1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le vecteur L1 va se placer ici. Il doit être placé ici, bien sûr, par ordre. Donc ça, c'est la première case, ainsi de suite. Donc L1, L2 et il y a L3. D'accord. Donc il y a H et I, on les a mis. B, L, c'est bon. J. Donc on a placé toutes les variables. Donc il y a les paramètres effectifs. Bon, pour les paramètres effectifs, généralement, ce que je note ici, je note paramètres effectifs seulement. Parce qu'il y a d'autres paramètres, même pour les paramètres implicites. Ce qu'on a dit en cours pour les paramètres implicites, c'est l'adresse de retour, c'est l'adresse de la zone de données du programme principal. Il y a plusieurs, il y a quelques registres ici, donc on note paramètres implicites. Ce qui est ici, ce qu'il faut mettre à la tête, c'est que dans le programme principal, la zone de données du programme principal, on ne retrouve pas les paramètres. Il n'y a pas les paramètres de passage. D'accord? On retrouve ça seulement dans une procédure. On retrouve paramètres effectifs et paramètres implicites. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la zone de données de SAB. Maintenant, oui, oui. S'il vous plaît, vous pouvez juste rappeler où on doit déclarer X et Y. X et Y, je dois les déclarer ici. Seulement que j'ai pas regardé, il y a des pointillés, donc j'ai pas tout dans X et Y, je dois les rajouter ici. Selon l'ordre. Donc à la suite, c'est X et Y. Normalement, je les déclare. Donc en Fortran, je ne sais pas, est-ce que c'est par la suite ici qu'on déclare int? Non, c'est en algol. Mais je dois rajouter ici, par exemple, x et y, ou bien après. Je ne sais pas, est-ce qu'on les déclare ici, integer, comme d'accord, integer x. Mais elles sont déclarées, les paramètres ici formels, ils sont déclarés dans la procédure, c'est-à-dire on doit les retrouver ici. Mais les paramètres ici effectifs, elles sont déclarées. C'est les paramètres d'appel, elles sont déclarées. D'ailleurs, on les retrouve dans le programme. Donc, je n'ai pas fait attention ici, mais peu importe. Donc, vous savez qu'ils sont là, dans cette zone.
Donc, on ne peut pas les retrouver ailleurs. Donc, zone de données de mult. Donc, la même chose, une zone de données d'une procédure, on retrouve les variables locales, paramètres effectifs et paramètres implicites. D'accord? Donc, paramètres effectifs, c'est les paramètres d'appel, c'est-à-dire X et Y. Je peux utiliser les mêmes. Donc, j'ai utilisé... Pardon? Oui, pardon. Donc, X et Y, cet X et Y, c'est un paramètre qui est déclaré ici. Je peux déclarer aussi X et Y, mais c'est d'autres paramètres, c'est d'autres variables. D'accord? Donc, les paramètres effectifs, c'est les paramètres d'appel. Donc, c'est F et J. D'accord? C'est des variables qui sont déclarées dans le programme principal. D'accord? Donc, ici, c'est des copies des variables. C'est une copie des variables. Ce n'est pas les mêmes variables. Ça veut dire que si je vais modifier la variable F et G dans une routine, la variable ne sera pas modifiée dans le programme principal. D'accord? Donc, ici, c'est un passage par valeur que je peux faire ici. Madame? Oui. Les paramètres effectifs de la zone de sub. Oui. Maman, H et F, chez BF. H et F, pourquoi? J'ai fait une erreur quelque part. B et F, j'ai noté ici, B et F. Pourquoi H et F? Ah, c'est bon, madame. D'accord, oui. Donc ici, c'est B et F. Et pour l'autre, c'est F et G. Donc, ce qu'on a écrit, ça, exactement. D'accord? Donc, pour mult, il y a les variables. Je peux retrouver dans les variables locales, je peux retrouver X et Y. Donc, on va retrouver la même chose. On va voir est-ce qu'il y a dans la zone commune. D'accord? Oui, on commence par la zone commune, la même chose. Donc, est-ce qu'il y a des variables dans la zone commune? Donc, il y a M et S dans la zone commune 2. D'accord? Donc, il y a M et S. Donc, il y a M et S ici. Donc, d'abord M, ensuite S. Ça veut dire... Donc, je voulais juste... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a des étudiants, donc pour Common 1 ici, AG, j'allais le dire tout à l'heure, j'ai oublié. Pour H et I, ils les placent après A et G. Donc, ils ont AG, ensuite ils mettent A et G ici, après HI. Et ici, KN, MS. Donc, si je vais mettre M et S ici, c'est quoi l'utilité de Common 2? Je vais mettre KN dans la zone, directement KN, dans la zone du programme principal. D'accord? Si je vais mettre ici, donc il y a beaucoup d'étudiants qui oublient ce principe-là. Donc si je vais mettre M et S par la suite, ça veut dire que ce n'est pas une zone partagée entre les variables, c'est une autre zone. C'est quoi l'utilité alors? Donc, partage. Oui. Par exemple, Common 2, T1, T2, Common 2, T1, T2. Oui. Où est-ce que je vais rajouter Common 2? Où est-ce que je vais rajouter ici? Oui, par exemple, Common 2, T1, T2. Non, si je ne peux pas rajouter ici. Je ne peux pas retrouver de Common. Je peux retrouver Common de la même zone dans le programme. Donc ça, c'est une double définition. Je peux retrouver dans mult, dans une procédure, et je peux retrouver la même instruction dans un autre programme. Common 2. C'est pour partager entre programme principal et la procédure. Comme ça, non. La même. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire Common 2 MS? Ça veut dire Common 2, la même zone. Ça veut dire, je vais mettre en une autre couleur, par exemple le vert, je ne sais pas si c'est clair. Donc, Common 2, ça veut dire, il y a K d'abord, ça veut dire qu'il partage la même zone que M. Il y a N, il partage la même zone que S. D'accord? C'est clair? Donc, M et S ici, donc M et S, je vais mettre, il y a quoi comme variable dans la routine? Donc, il y a X et Y, il y a MS, d'accord?
M, c'est bon, elle est placée dans la zone commune. S aussi, donc il reste le vecteur T2. Où est-ce que je vais placer le vecteur T2? Je vais le placer ici. Voilà. On va le placer ici, T1. Non, non, pas ici. Justement. Oui. Donc ici. Donc T1. T2. Et si vous voulez rajouter les X et Y, c'est possible. Donc, rajouter X et Y, ils doivent, donc on n'a pas déclaré, c'est pour ça que je n'ai pas rajouté, mais il n'y a pas la déclaration ici, mais normalement ils sont dans cet espace-là. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 2. Donc, il reste 10 minutes. D'accord? Il reste encore 10 minutes, donc je passerai à l'autre exercice. Je peux passer. Donc, l'autre exercice, c'est un programme en Algol. D'accord? C'est-à-dire, on a vu en Algol, c'est une autre organisation de mémoire. Donc, la première organisation, c'est une organisation statique. Elle est fixe dès le début du programme jusqu'à la fin de l'exécution. Je ne peux pas éliminer je ne peux pas automatiquement, comme on a vu ce matin avec le C, donc je n'ai pas besoin de cette variable, ou bien elle est globale, permanente, ou je ne sais pas. Donc, donc dès le début de l'exécution, je peux connaître la taille de tout ça. Je peux connaître la taille, donc c'est un entier, je peux connaître même la taille des zones communes. Donc la taille, c'est ici 1, 2, 3, 6 cases mémoire. Ici, c'est 2 cases mémoire seulement. Je dois effacer ça. Donc il n'y a pas ça. Donc il y a seulement ces 2 cases. Donc, je peux connaître ces... D'accord? Dans le langage Algol, c'est une autre organisation de données. Donc on vous donne d'ailleurs le programme suivant. On a dit pour le programme Algol, comment elles sont organisées les données, c'est une sorte de pile. Donc une pile, il y a la tête de pile, là où elle se pointe sur le début de la zone dynamique. Donc il y a une zone statique et une zone dynamique. Zone statique, je peux connaître sa taille dès la compilation, mais la zone dynamique, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des vecteurs. Par exemple, ici, le vecteur B1, c'est un vecteur dynamique. On ne connaît pas, au départ, on ne connaît pas la taille du vecteur, de 1 à A. D'accord? Donc, on a dit en cours aussi que pour chaque bloc, donc ici, un bloc, pour chaque bloc, on a une tête de pile. Donc, on a un bloc L1, donc on a un bloc B1 ici, un bloc B2 ici, et un bloc B3 ici. Dans chaque bloc, je peux définir une nouvelle variable. Par exemple, ici, dans ce bloc-là, je définis cette variable. Je définis la variable B3. D'accord? Je définis cette variable, et cette variable-là, je ne connais pas la borne inférieure et la borne supérieure, elles sont en fonction de la variable K, d'accord, qui est déclarée dans le programme principal. Donc ça, c'est un programme principal. On a ici une définition d'une procédure qui s'appelle X. Donc, on vous a donné 3 étiquettes, L1, L2 et L3. On vous dit qu'est-ce qu'on va retrouver dans la pile mémoire aux instants L1, L2 et L3. D'accord? Donc, à l'instant L1 d'abord. À l'instant L1, qu'est-ce que je vais retrouver en mémoire? Le display, la tête de pile et le variable de... Voilà. Très bien. Donc, je vais retrouver tout d'abord, la première chose à retrouver ici, c'est le display. Donc, ça, c'est un programme principal. Le display, qu'est-ce qu'il va contenir dans le programme principal? Il va contenir seulement, donc je vais retrouver... Il faut citer aussi que L1, je suis dans le programme principal. C'est important. D'accord? On est à quel niveau? Parce que c'est quelle zone que vous allez donner les variables de quelle zone? Donc ici, c'est la zone de données du programme principal. D'accord? À l'instant L1. C'est le programme principal.
Donc, je vais retrouver le display. Le display contient quoi? C'est l'adresse. Il va contenir exactement, on est sûr, l'adresse dans l'exercice que j'ai donné en cours. On n'a pas mentionné. Pourquoi? Parce que j'ai donné un exemple. Je n'ai pas donné l'exemple d'un programme principal, mais juste d'une procédure. Et j'ai donné plusieurs étiquettes, je crois, de L1 à L7, je crois. D'accord? C'était une procédure. Pour une procédure, là où il n'y a pas de programme principal, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver dans le display. Je ne sais pas est-ce que la procédure elle a été appelée directement par le programme principal ou par d'autres programmes. Donc ici, puisque c'est le programme principal, je vais retrouver seulement l'adresse, la zone de données du programme principal. C'est ce que je vais retrouver dans le display. Mais en réalité, pour les procédures ici, dans le display, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver toutes les adresses des zones de données des procédures qui ont appelé cette procédure, c'est-à-dire les procédures qui sont toujours actives. Je n'ai pas encore sorti de cette procédure. Par exemple, une procédure P1 qui appelle P2, qui appelle P3. Et ça, c'est la zone de données de P3. Je vais retrouver programme principal, P1 et P2. D'accord? Ensuite, la tête de pile du programme principal qui va pointer ici sur le début de la zone dynamique. Donc ça c'est la zone dynamique, avant allocation. Et puisqu'il y a un vecteur B1, après allocation, elle va pointer sur le dernier élément. Parce que si je trouve un autre vecteur, je vais le mettre à partir de cette position-là. D'accord? Donc, au moment L1, je disais, au moment L1, qu'est-ce que je vais mettre dans la pile? Donc, il y a le display tête de pile. Il y a les variables déclarées avant l'étiquette L1. Je vais regarder avant l'étiquette L1. Donc, il y a la variable A, E. Je vais mettre A, ensuite E. Ensuite, le vecteur de renseignement de B1. Vecteur de renseignement, j'ai parlé beaucoup du vecteur de renseignement. Il y a la dimension, les bornes inf et sup. Donc ici, il y a deux bornes, 1 et A. Et il y a la partie constante. Et il y a une variable aussi, K. D'accord? Donc ça, c'est à L1, qu'est-ce que je vais retrouver? À L2, qu'est-ce que je vais retrouver à L2? Qui peut me dire qu'est-ce que je vais retrouver à L2? Bon, il faut regarder. Voilà. À partir de L1, très bien. À partir de L1, il y a un autre begin. Il y a un begin, un autre bloc. Donc, c'est-à-dire, je vais rajouter une tête de pile. Après K, il y a K. Ensuite, il y a tête de pile parce qu'il y a un bloc begin. Quoi encore? Jusqu'à L2. Qu'est-ce que je peux retrouver? D'ailleurs, dans L2, est-ce que je suis toujours dans le programme principal ou bien dans une procédure? Principal. Toujours dans le programme principal, d'accord? Dans L2, toujours dans le programme principal, très bien. Donc, ici, je vais retrouver, en plus du L1, je vais retrouver la tête de pile. Quoi encore? Qu'est-ce que je vais retrouver aussi? Le vecteur de renseignement de P1. Voilà. Le vecteur de renseignement. Donc, je vais retrouver, il y a une déclaration de B2, c'est-à-dire je vais retrouver vecteur de renseignement de B2 et je vais retrouver aussi I. Est-ce qu'il y a d'autres choses à... C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas mettre ici C et D parce que ça, c'est une procédure. C'est comme s'il y a un begin et end. Même si ce n'est pas une procédure, il y a un begin et un end. C'est comme si ça n'existe pas puisqu'on est L2, elle est après le end. D'accord? Même si ce n'est pas une procédure, c'est un autre bloc begin et end, peu importe ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas rajouter le B3, ainsi de suite. D'accord? Donc, au niveau de L2, après K, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter la tête de pile de bloc. D'accord? Parce qu'il y a le bloc begin ici. J'ai rajouté un vecteur de renseignement parce qu'on a déclaré un vecteur B2. Et j'ai rajouté la variable I. C'est ce qu'on va retrouver à l'instant à l'étiquette L2. D'accord? Maintenant, à l'étiquette L3, qu'est-ce que je vais retrouver? La zone donnée de sous-programme. Voilà. À l'étiquette L3, il y a certains étudiants d'habitude, ils me disent à L3, je vais rajouter après I
je vais rajouter C et D. Il y a même ceux qui font ça en examen. Je vais rajouter après I, ils rajoutent C et D. C'est faux. Donc ici, L3, je suis dans une autre zone. Parce que pour le programme principal, il y a une zone de données. Pour les procédures, pour chaque procédure, il y a une zone de données. Même en C, c'est la même pile. J'empile par exemple la procédure main qui appelle printf, qui appelle. Donc c'est une partie, c'est une zone de données. Par exemple, tout ça c'est pour main. Après c'est pour printf. Après c'est pour par exemple une autre fonction appelée. Donc si je sors de printf, c'est-à-dire je vais restituer tout ça. Je vais mettre. Donc c'est une zone. Même s'ils sont empilés l'une après l'autre, mais c'est une zone spéciale pour une autre procédure. D'accord, donc ici c'est toute une autre procédure, une zone de données pour la procédure X. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le display. Le display, qu'est-ce que je vais retrouver le display? Je vais préciser ici. Je vais retrouver l'adresse de la zone de données du programme principal, donc l'adresse ici. Et je vais retrouver aussi l'adresse de la procédure. De la procédure, oui, de la procédure elle-même. L'adresse de la zone de données de X. Donc tout ça, c'est le display. D'accord? Les deux cases comportent donc ça et ça. C'est le display de cette zone. Après, je trouve la tête de pile de X qui va pointer ici. Donc au début, elle pointe avant allocation ici, après à la fin. Parce que ici, on va déclarer dans la procédure, on va déclarer le vecteur B3. Bien sûr, les vecteurs B1 et B2 n'existent pas. Ils sont dans une autre zone de données. D'accord? Donc il y a la tête de pile de X. Il y a les paramètres implicites et les paramètres effectifs. D'accord? Paramètres implicites, c'est les paramètres de retour. D'accord? Les paramètres effectifs ici, c'est les paramètres d'appel. Donc ici, je n'ai pas appelé. Donc, il n'y a pas l'appel. Donc, d'ailleurs, je ne vous demande pas de préciser paramètres implicites et effectifs. Donc, un paramètre implicite, il suffit d'écrire dans une zone de données. Il faut écrire les paramètres implicites et effectifs. Paramètres effectifs, c'est les paramètres d'appel. Et les paramètres implicites, c'est les paramètres de retour. C'est les registres et les adresses de retour pour pouvoir pour le contexte de retour. D'accord? Donc, après, il y a la tête de pile. Donc, puisqu'il y a un bloc ici, ce bloc 3, donc tête de pile du bloc 3, donc il va pointer, donc normalement ça va se placer ici, d'accord. Et il y a le vecteur de renseignement dans la partie statique et les éléments dans la partie dynamique. Donc c'est tout ce qu'il y a, d'accord. Il y a aussi le C et D. D'accord? Il y a C et D. Pourquoi on en fait deux? C et D implicites. Non, les paramètres implicites, c'est des paramètres de retour. C'est vrai, d'habitude, je ne les mis pas. Bon, je vais considérer qu'ils font partie des paramètres implicites. Donc, paramètres implicites, c'est les paramètres de retour. Il y a dans certains, je ne sais pas, Algol ici, donc d'habitude, je ne précise pas. Même dans le cours, je n'ai pas mis les paramètres implicites. Donc, je n'ai pas mis C et D. Vous pouvez regarder en cours, je ne les ai pas mis. Les paramètres définis, je ne l'ai pas mis. Donc, ça fait partie des paramètres implicites. D'accord? Donc, je ne vais pas préciser ici. Mais il y a des cases pour C et D. D'accord? Il y a des cases mémoire. Donc le compilateur peut compter, c'est la partie statique que le compilateur pourra calculer le nombre d'octets nécessaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi on a fait deux têtes de T? On a un seul bloc. Oui, on a un seul bloc. Même pour le programme principal, on avait une tête de pile. Donc cette tête de pile, c'est pour la procédure. Et cette tête de pile, c'est vrai, ça revient au même. Mais le fait,
c'est comme ça qu'on a défini le fait de retrouver un begin, on va mettre une tête de pile. D'accord? Le fait de rencontrer un begin, on rajoute une tête de pile. C'est vrai, ça revient au même. Donc, ici, à la fin du programme, la tête de pile et la tête de pile X et tête de pile 2 vont se pointer sur la même chose. Parce que la variable, regardez, la variable... bon, regardez ici. À la fin, oui, c'est vrai, les variables ici, la variable B3, elle est dans ce bloc-là. Oui, madame. C'est-à-dire à la sortie de ce bloc, c'est-à-dire celui-là, à la sortie de ce bloc, je vais libérer l'espace réservé pour le B3, à la sortie de ce bloc-là. Et s'il y a des variables qui sont déclarées ici, c'est à la sortie du premier bloc, c'est-à-dire à la sortie, ou bien lorsque je termine l'exécution de la procédure X, que je libère les variables qui sont déclarées dans X. Bon. Je crois que ça revient à la même chose. D'accord? Puisque cette tête de pile et cette tête de pile pointent toujours sur l'espace. Mais si je déclare une autre variable, je peux déclarer, je vais mettre un autre bloc ici, je déclare, et je vais rajouter une autre tête de pile ici qui va pointer au début ici. Après, lorsque je vais allouer des éléments, elle va se déplacer. Mais ces deux têtes vont toujours se mettre ici. Parce que le vecteur B3, il est déclaré dans ce bloc-là. D'accord? Donc, la réponse à votre question, si ça vous arrange. Donc, lorsqu'on rencontre un bloc begin, on rajoute une tête de pile. C'est comme ça qu'on fait dans Algol. D'accord? D'accord. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, il restait une question. Donc, les adresses. Je ne sais pas, est-ce qu'on va terminer parce que la séance prochaine, c'est en présentiel. Et je vais entamer... donc, il reste un exercice. Oui. Oui, en présentiel, c'est juste un exercice. C'est la grammaire ascendante. C'est ça. Oui, je ne l'ai pas oublié. Je vais vous l'envoyer. Ça, je ne l'ai pas oublié. Juste ici, il reste une question ici. Il reste l'exercice 3. L'exercice 3, donc, c'est pas... Attends, oui. L'exo 1, il reste une question. Oui, on n'a pas... L'exo 1. Oui, les deux programmes. Ah oui. Ah oui, il reste une question. Donc, je crois qu'on devrait rajouter au moins une demi-heure pour terminer tout ça. D'accord? Parce qu'il nous reste juste une séance. Et c'est une présentielle. En présentiel, c'est 1 heure. Juste 1 heure. 1 heure, je crois que je vais faire un exercice de l'optimisation. D'accord? Sur l'optimisation. C'est ce que je vais faire. Pour terminer tout ça, au moins, je vais vous rajouter 30 minutes. Donc, vous allez faire un sondage quand est-ce que ça vous arrange. Donc, on est aujourd'hui mercredi. Donc, donnez-moi... Donc, c'est une séance à 8h ou bien à 14h40, je sais pas. Donc, soit demain, jeudi, donc je vais arrêter l'enregistrement.